de Mahmoud Darwish. Alors, il se trouve qu'en mars dernier, le hasard a fait que j'ai été dans les territoires palestiniens, invité par les centres culturels français à Jérusalem, à Ramallah, à Bethléem, à Naplouse. Et c'était la deuxième fois que je me rendais là-bas. À mon retour, j'ai été muet pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Puis petit à petit, les souvenirs sont revenus, les rencontres, les débats, les surprises. Et donc je me suis mis à écrire un texte sur cette expérience assez à la fois dure et exaltante que j'ai vécue là-bas. Alors je suis en train donc d'écrire un livre, et dans ce livre, je raconte un petit peu cette expérience que j'ai vécue en Palestine. Et puis, j'en arrive à la disparition de Mahmoud Darwish. Donc c'est un texte inédit, il va faire partie d'un livre qui sortira peut-être dans un an, et donc je vous le livre pour la première fois. À Ramallah, la capitale de ce qu'on appelle l'entité palestinienne, la cérémonie des adieux est solennelle. Ces images, transmises par satellite dans le monde entier. Des funérailles populaires rares dans l'histoire, quand le défunt n'est pas un père des peuples ou un grand homme d'État en exercice. Parmi les écrivains en France, par exemple, seul Victor Hugo a eu droit à de pareils honneurs. Le nom de Hugo n'est pas venu incidemment sous ma plume, car Darwish peut être rapproché sans peine de l'auteur des Châtiments et des Contemplations, eu égard à sa stature intellectuelle, l'ampleur de son œuvre, le rôle qu'il a fait jouer à la littérature dans les combats sociaux et politiques du monde arabe au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais les similitudes s'arrêtent là, vu la tâche spécifique que la poésie de Darwish a su remplir. À bien la relire dans sa continuité, on découvre qu'elle a été le chantier actif pendant des décennies d'une œuvre de reconstruction et de transmission de la mémoire du peuple palestinien, le creuset où ses mythes fondateurs se sont élaborés, où sa personnalité mutilée a été patiemment remembrée pour mieux s'affirmer. Si je devais me hasarder à un second rapprochement avec une autre figure emblématique de l'histoire de la littérature, je citerai Homère et ce qu'il a pu incarner dans l'ère culturelle grecque et au-delà occidentale. Mais ces universaux ne doivent pas, à mon avis, occulter l'universel qui me touche le plus en Mahmoud Darwish. Sa façon d'aborder le simple quotidien, pas si simple que cela pour un homme de sa condition, de tourner autour du noyau de l'intime et de percer et le percer là où l'on se retrouve seul, désemparé et sans défense, et pour nous familiariser avec l'essence de la tragédie, de créer un phénomène d'attraction entre les contraires, le fusil et le rameau d'olivier, la rose et les immondices, l'odeur du café de la mer et les pestilences de la chair carbonisée, la gifle et la caresse. Avec lui, Mahmoud, comme avec tout autre poète, il faut veiller à ne pas se laisser envahir par la musique extérieure des textes, afin d'en mieux capter la musique intérieure, sans négliger les silences, ces espaces de la respiration. Au cours des jours qui ont suivi sa disparition, j'ai été souvent sollicité par les journalistes, sachant que j'ai été le premier à traduire ses œuvres. On supposait aussi des liens d'amitié entre nous qui m'auraient permis de mieux connaître les différentes facettes de sa personnalité. J'ai satisfait tant bien que mal ces demandes en luttant contre un sentiment de malaise. Je savais que des tonnes de commentaires étaient produites chaque jour, accompagnées par le concert des pleureuses, parmi lesquelles il devait compter de son vivant bien des ennemis et des esprits malveillants. Et puis,
Je ne supporte pas personnellement les discours de circonstance, fussent-ils des éloges funèbres. J'aurais aimé qu'on respecte, après l'avoir deviné, mon vœu de silence. Maintenant que la vague a reflué, je peux évoquer son souvenir sans avoir l'impression de participer à un concours d'hommage où chacun s'enorgueillit de liens privilégiés qu'il aurait eu avec lui et cherche à s'accaparer une part de son aura, voire de son héritage. Au risque de décevoir, je dois dire que depuis le début des années 80, où je me suis attelé à la traduction de ses œuvres, ce qui nous avait donné l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises et nous sentir proches, nous ne nous sommes revus par la suite que de loin en loin, notamment à la faveur de rencontres poétiques où nous participions tous les deux. La cause en est que Mahmoud n'était pas simplement un poète, mais un grand, comme il en existe encore parmi les poètes vivants. Qu'il l'ait voulu ou non, et je crois qu'il le vivait mal, le culte qu'on lui vouait dans le monde arabe en a fait une sorte de star. Une foule d'admirateurs et de courtisans se bousculait souvent autour de lui. Difficile dans ces conditions de pouvoir lui parler d'homme à homme et d'échanger sereinement. Heureusement que des opportunités se sont présentées, rares il est vrai, qui nous ont permis de passer des soirées ensemble en compagnie de quelques intimes. Moments de détente où nous laissions au vestiaire couronnes et galons dorés attribués par la vox populi pour être nous-mêmes des poètes, pour la plupart exilés, vivant aux quatre coins du monde, portant chacun la marque d'origine de sa blessure, mais travaillant tous à la régénération de la poésie, à la poursuite de son aventure, à sa crédibilité, quand elle entend ne rien ignorer de la condition humaine et ne pas se croiser les bras ou reculer devant les poussées barbares. Là, Darwish était tout à fait lui-même, un joyeux compagnon et un pince sans rire, ayant opéré la synthèse entre deux grandes écoles d'humour, la british et l'égyptienne. Il était, comme chacun le sait, anglophone et a longtemps vécu en Égypte. Il n'hésitait pas à participer aux jeux de massacre symboliques visant nécessairement des personnes absentes que nous ne tenions pas en haute estime. Chacun sait qu'un brin de médisance soulage parfois. C'est vrai qu'il était souvent, à son corps défendant, au centre de l'intérêt de la petite assemblée. Pressé de questions, il devenait disert, mais il avait l'élégance de s'arrêter net pour pousser les autres à parler. Cela m'est arrivé avec lui lors d'une soirée où il avait senti qu'il monopolisait la parole. Ayant remarqué que mon ami, le poète bahreïni du Bahreïn, Qasim Haddad, un grand poète arabe, et moi-même, appuyés l'un contre l'autre, boudions la discussion, il s'était tourné vers nous d'un air malicieux en faisant ce commentaire: Abdelatif et Qasim s'entretaisent. La formule en arabe, Yatasa Matan, était en outre un néologisme qu'il venait de trouver pour la circonstance. En rapportant incidemment cet exemple de sens aigu de la formule, je ne crois pas mieux illustrer l'une des réalisations majeures du poète Darwish, la subversion maîtrisée qu'il a opérée au sein de la langue arabe. Cette vieille dame, éminemment cultivée, hautaine, à cheval sur les règles de bonne conduite, veillant depuis des siècles à ce que rien ne soit dérangé dans l'ameublement, le décor et l'ordonnancement de sa maison. Ayant exploré les coins et recoins de la maison et poussé sa reconnaissance jusqu'à ses sous-sols et ses fondations les mieux enfouies, Darwish a fini par l'habiter à sa manière et y prendre ses aises sans se croire obligé de faire des courbettes devant la maîtresse des lieux. Disons qu'il a créé, pour s'adresser à elle, un langage à la fois respectueux de la bienséance et inventif
épousant les réalités et les exigences du monde moderne, porteur d'une liberté qui, sans insulter le passé glorieux, introduit subtilement l'avenir. Bref, il a réussi à tailler dans le roc de la langue la sienne propre, tâche somme toute normale pour un poète, quel que soit l'instrument linguistique utilisé. Mais, et je terminerai par là, ce qui m'arrête dans le cas de Darwish, c'est l'étonnante adéquation entre sa langue écrite et sa langue parlée. Rares sont les écrivains et les intellectuels qui ne changent pas de registre quand ils passent de l'une à l'autre. Lui, non. À l'écouter, discourir sur la poésie, s'exercer à l'analyse politique, et on le verra dans le film, parler de son parcours de vie, l'on se rendait compte immédiatement que son langage tranchait par sa singularité. Le lexique, l'argumentaire, l'articulation, la cadence suivaient à la lettre ce que sa poésie a élaboré et auquel elle nous a habitués. Et m'est avis que c'est là que réside le secret de la fascination qu'il exerçait sur ses auditeurs et ses interlocuteurs. À l'entendre et à le regarder, on avait devant soi la poésie faite homme. Bel héritage que cet homme-poème laisse derrière lui, dans un contexte historique où le langage, de plus en plus standardisé, s'appauvrit, s'use jusqu'à la corde et n'a plus qu'un lien lointain avec la pensée et l'imagination, où la poésie ayant charge d'affiner ce langage et de le régénérer, se trouve marginalisée par un système jugeant des produits littéraires à leur valeur marchande. Adieu Mahmoud, je t'appelle juste par ton prénom, comme le font tous tes compatriotes depuis qu'ils ont découvert ce que tu représentes pour eux. Non pas un père, un guide suprême, un gourou, mais un frère sur l'épaule duquel ils peuvent poser leur tête en toute quiétude. Y a-t-il, pour un poète, un honneur plus précieux que de s'entendre invoqué et désigné par son peuple unanime, juste par son petit nom? Merci pour votre attention.